Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des autorités traditionnelles tirent la sonnette d'alarme. Le Cameroun fait face à une montée progressive des tensions et frilosités qui créent un climat d'intolérance et de défiance. Selon ces gardiens de la tradition, le dialogue et la concertation patriotique sont rompus entre les pouvoirs publics et l'opposition. Après avoir diagnostiqué les multiples crises sociopolitiques et défis sécuritaires qui secouent la République du Cameroun, ces chefs traditionnels proposent une thérapie axée sur les réformes institutionnelles et économiques. Vous les écouterez au cœur de ce journal. 3 jours de deuil national décrété en Argentine après le décès de Diego Armando Maradona, légende du football mondial, la main de Dieu, toute une histoire, notamment avec les Lions indomptables et son fameux parcours dans les stades de football. Nous en parlerons dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette tragédie survenue à Douala. 2 personnes ont perdu la vie et au moins 2 autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation qui s'est produit ce mercredi matin au lieu dit tunnel aéroport. Selon des témoins qui ont vécu la scène, un camion transportant des bouteilles à gaz et qui a tenté d'esquiver un conducteur de moto a violemment percuté des usagers qui se trouvaient sur la route. Des précisions avec Equa Claude, Eric Watat et Xavier Foka. Il est environ 8 heures, ce mercredi 25 novembre 2020. Cette foule de témoins vient d'assister à une scène effroyable au lieu dit tunnel aéroport à Douala. Ce camion transportant des bouteilles à gaz a violemment percuté certains usagers. Le bilan est cruel. 2 morts, 2 femmes qui sont mortes et un autre homme qui était aussi tenu pour prendre le transport. Lui aussi, il est blessé et avec 2 autres femmes blessées. Que s'est-il passé avant que ne survienne cette tragédie dont les badauds n'en reviennent toujours pas? Ils sont en train de rentrer du port, dès qu'ils sont en train de monter là, à ce niveau-là, il y a un Benz là qui était là pour venir prendre un client ici là. Il traverse, il ne regarde pas. En temps, il y a le camion qui descend. Comme c'est le matin, la route est libre. Dès que le camion descend, subitement il y a un Benz devant lui, il esquive le Benz. Il vient de ce côté avec les gens là qui attendaient le bus pour aller en ville. Il va écraser les gens ici là. Cette dame, toute apeurée et éplorée, dont le fils aurait été l'une des victimes, a finalement été rassurée. Elle a un capa. C'est elle qui m'a appelé quand même de lui dire que mon fils a fait l'accident à tunnel parce que lui-même il habite pas de Seine. Ce que vous allez faire, c'est de vous approcher des chefs là. Des équipes mixtes de la police, de la gendarmerie et du corps national des sapeurs-pompiers ont assuré le transport des dépouilles des victimes, apporté les premiers secours aux blessés et réglé la circulation à cette heure de pointe. À l'approche des fêtes de fin d'année, les usagers sont appelés à plus de prudence sur les axes routiers. Après la sortie de la forêt sacrée, des chefs traditionnels dénoncent les violences perpétrées dans les régions en guerre du Cameroun. Autorités traditionnelles réunies au sein de leur association dans la région de l'Ouest font part de leur inquiétude au regard des multiples crises qui secouent la République. Premier constat important dans cette sortie des chefs traditionnels, c'est le fait que le dialogue et la concertation patriotique a été rompu entre les pouvoirs publics et l'opposition. Ensuite, ils appellent à un sursaut patriotique pour mener des réformes institutionnelles afin de pouvoir permettre au Cameroun de pouvoir vivre dans la paix et de pouvoir mener une transition pacifique, ont-ils indiqué dans leur déclaration. Le fait saillant de cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest, c'est avec Gladys Sidier. Dans leur déclaration, les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun abordent plusieurs aspects de la vie de la nation. La sécurité du territoire, la santé, le climat sociopolitique. En premier plan, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'extrême nord avec la secte islamiste Boko Haram, dans la région de l'Est avec l'incursion de groupes armés venus de la Centrafrique. Les chefs traditionnels dénoncent les tueries des civils, hommes en tenue et autres acteurs. Dans ces différentes crises, ils regrettent que la dignité humaine soit autant bafouée
non sans apporter leur soutien aux chefs traditionnels des régions anglophones qui ont dû abandonner leur palais. Preuve, selon eux, de la profonde fracture sociale entre le peuple et ses dirigeants à tous les niveaux. Au sujet de la crise anglophone, ils interpellent les parlementaires à prendre leurs responsabilités en inscrivant à l'ordre du jour le sujet. Sur le plan sanitaire, les chefs traditionnels de l'Ouest pensent que le coronavirus, même s'il a été globalement bien géré, a permis une fois encore de poser le diagnostic de nos hôpitaux, grands malades, qui sont dépourvus de plateaux techniques. Il soulève aussi le sempiternel problème de la couverture santé universelle pour tous. Ils indiquent qu'elle doit urgemment être mise sur pied pour sauver la vie de nombreux Camerounais. L'économie, d'abord fragilisée par la crise sécuritaire, a davantage été affectée par la pandémie du coronavirus. Ainsi, pour maintenir le tissu industriel et économique à flot, ils proposent la diminution du train de vie de l'État, l'accentuation de la lutte contre la corruption et les détournements, l'accompagnement à l'accroissement de la production et de la commercialisation locale. Sur le plan sociopolitique, les gardiens de la tradition notent pour le regretter la montée en puissance de la haine et du tribalisme. Pour décrisper les tensions et apaiser le climat sociopolitique, les monarques proposent l'organisation d'un autre dialogue national avec cette fois-ci des interlocuteurs reconnus et mandatés et de préférence sous l'égide d'un ou de plusieurs médiateurs crédibles et acceptés par tous. La mise en place urgente d'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques, la mise en veille des dissensions partisanes, une concertation de tous les leaders d'opinion afin de définir de façon consensuelle un cadre pour une prochaine transition politique paisible, la mise en œuvre réelle d'une certaine indépendance entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'améliorer de façon significative notre démocratie en construction. La déclaration est signée par les membres du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Chaque jour, environ 100 femmes tombent sous les coups de leurs conjoints. Ces chiffres sont de ONU Femmes à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est dressé un rapport sur les pays où ces violences se multiplient malgré les alertes initiées depuis de nombreuses années à travers la planète. D'autres précisions avec Dallas Tana et Julienne Berthe-Bissaille. Dans le monde, 137 femmes perdent la vie chaque jour victimes de violences conjugales, révèle un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de la femme. Tenez par exemple, en 2017, près de 43 000 femmes sur 87 000 décédées ont été intentionnellement tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille. Parmi les pays les plus dangereux où les femmes subissent le plus de violences physiques et sexuelles, la Fondation Thomson Reuters classe l'Inde en tête, l'Afghanistan et la Syrie. Sur le continent africain, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Nigeria s'illustrent dans cette mauvaise pratique contre la gente féminine. Le confinement imposé par la crise sanitaire a accru le taux de violence sexuelle, comme le démontrent les appels de détresse au numéro d'urgence dans plusieurs pays. Pourtant, sous l'égide de l'ONU Femmes, plus de 155 pays ont promulgué des lois contre des violences faites aux femmes. Mais sa mise en application reste un défi majeur pour les gouvernants. Et quelle est la réalité au Cameroun? Au moins 6 femmes sur 10 sont victimes de ces violences conjugales et autres violences faites contre la gente féminine. C'est du moins ce que relève la société civile qui déplore le faible arsenal juridique pour protéger les femmes et le manque de volonté politique pour faire face à ce fléau qui gangrène la société camerounaise. Ces différentes féministes s'expriment dans ce reportage signé Nadine Yambou. Je vous parlais donc de ce reportage des féministes qui sont montées au créneau à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles déplorent le fait qu'au Cameroun, au moins 6 femmes sur 10 sont victimes de ces violences conjugales et d'autres violences perpétrées à leur encontre. Et durant la période liée à la crise sanitaire, ces violences se sont accentuées, relèvent des experts internationaux. Au Cameroun, quelle est la réalité? Explication avec Nadine Yambou. Au cours de ces 5 dernières années, le taux de violence contre les femmes a explosé au Cameroun. La majorité d'entre elles subissent des violences sexuelles, physiques, verbales ou encore psychologiques.
Il y en a qui meurent simplement des suites des violences verbales. Elles ne supportent pas, elles en meurent et on l'enterre et ça passe. Lundi, j'en ai trouvé une. Il y a une qui est venue me voir au tribunal et c'était tout simplement alarmant. Elle avait un œil poché, elle avait la mâchoire tordue, c'était effroyable. Et la question que je lui ai posée était celle de savoir si elle est encore dans la même maison que cet homme. Et curieusement, elle m'a dit oui, ces violences-là sont permanentes. Nous les enregistrons tous les jours. Selon les Nations Unies, près de 60% des femmes au Cameroun sont victimes de violences. Le recours aux tribunaux n'a pas changé la donne, malgré les textes de loi en vigueur et les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. Et les lois au Cameroun sont, j'ai envie de dire, parfaites. Le Cameroun a ratifié tous les traités, toutes les conventions qui ont été prises par les Nations Unies, par d'autres organes de la sous-région pour la protection de la femme. Donc il y a sincèrement un problème de mise en pratique des textes intégrés par le Cameroun. Et je crois que quand ce sera fait, la femme sera plus en sécurité. La corruption et les pesanteurs culturelles constituent de graves entraves au respect de ces dispositions légales. Parfois, l'enveloppe parle plus fort que les larmes de sa sœur qui coulent. Et elle se voit obligée de fermer les yeux sur une certaine cruauté. Je vais vous donner l'exemple d'un magistrat qui, face à une dame qui a saisi le tribunal en divorce, et il lui demande, tu demandes le divorce, pourquoi? Elle dit, il me tape tous les jours. Il me tape tous les jours et le type il dit, et alors, tu demandes le divorce pour ça? Le type, c'était certainement un autre tapeur de femmes, magistrat de son état. Il a trouvé curieux qu'une femme saisisse le tribunal parce qu'on tape sur elle. Est-ce que quand on se marie, on devient un serpent? Qu'est-ce qu'on appelle problème familial? Et si l'homme est en train de tuer la femme? Avocate et défenseur de la cause des femmes depuis de longues années, Maître Chakunte Charlotte appelle à une sensibilisation des hommes afin de remporter le combat contre les violences faites aux femmes au Cameroun. La ministre de la promotion de la femme fait des descentes, ses collaborateurs sont actifs, mais nous disons que ça ne suffit pas. Et j'ai même demandé au MINPROF de faire un travail de sensibilisation au niveau des hommes. Parce que ça ne sert à rien. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Consacrer une journée comme celle-ci aux violences, les auteurs des violences, c'est qui? Nous avons toujours entendu qu'on a fait ceci à telle femme. Qu'est-ce qu'on fait à l'auteur? Quand la police le prend, qu'est-ce qu'on lui fait? Est-ce qu'on l'inquiète même? Le dernier cas que j'ai reçu, le gars est tranquille. Et la femme a même pris mon numéro de téléphone dans le téléphone de son mari. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la société féminine appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de la préservation physique et morale des femmes au Cameroun. L'on se dirige vers la libération des avocats dont la mise en détention avait occasionné des échauffourées dans une salle d'audience au tribunal de première instance de Douala-Bonandio. Maître Augustin Wantu Ngeko et maître Christelle Annie Ndionkou Messouk sont condamnés à 1 an de prison avec sursis pendant 5 ans et une amende d'1 million de francs CFA a été infligée à chacun d'entre eux. Le verdict est tombé ce mercredi. Le tribunal les a reconnus coupables d'escroquerie et les faits d'outrage à magistrat et de corruption n'ont pas été retenus contre ces avocats. Durant l'audience, plusieurs dizaines d'avocats se sont déployés pour assurer la défense de leurs confrères. Les plaidoiries étaient assurées par l'ancien bâtonnier maître Jackson Nyekamga et les avocats maître Barnabé Nekui, maître Kwengwa et maître Patrice. Après cette décision de justice, les avocats comptent interjeter appel au terme d'une audience qui s'est tenue dans un tribunal aux alentours très militarisé. Je vous invite à présent à suivre maître Patrice Oum, membre de l'équipe des avocats des mises en cause. Les enfants ont été déclarés coupables d'escroquerie. Ce n'est que l'instance. Il y a l'appel, il y a la Cour suprême. Nous allons rentrer au sein de nos cabinets, on va voir si on doit relever appel, on doit faire les voies de recours. J'ai dit nous allons relever, on va relever appel, on verra, on va s'asseoir, on verra si on doit relever appel, la décision qui a été rendue. Nous allons aviser le moment venu avec l'équipe de défense. Pour l'instant, nous avons plaidé, nous allons aviser. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas d'accord avec cette décision.
On n'est pas d'accord avec cette décision parce que nous avons fourni les éléments de droit. Les éléments de droit, nous les avons fournis. Ils sont dans le code pénal, le code de procédure pénale. Nous avons fourni les éléments de droit. Dans le reste de l'actualité, sur les corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, le délabrement du parc automobile est préoccupant. Les syndicats des transporteurs estiment que la clochardisation de leur profession les met dans l'incapacité d'assurer la maintenance et la qualité du service sur ces axes stratégiques de l'économie régionale. Conséquence, les échanges commerciaux en prennent un sérieux coup. C'est le constat que font Dalastana et Donald Brice Kamgan. Route pour le Tchad et la RCA voisine. Un élément commun entre tous ces engins, leur état de délabrement. Assurer la maintenance de ces camions, c'est l'une des choses les plus difficiles désormais, relève le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Assurer la maintenance, un leurre, pire encore, renouveler ces camions. Vous ne pouvez pas vendre chez le concessionnaire aujourd'hui pour prendre le matériel neuf. Vous ne pouvez pas vendre auprès des institutions bancaires financières pour prendre le matériel neuf. Vous n'allez jamais payer les traites en fonction, c'est-à-dire voir le prix d'aujourd'hui qui est appliqué aujourd'hui. Sur les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, pas si rare de trouver ça et là des camions en panne égarés. Les transporteurs mettent en cause la clochardisation de leur profession par la violation constante des prix du transport par les bailleurs de fret. Il n'y a aucun transporteur sur Douala, enfin, je voulais dire au Cameroun, à la RCA ou bien au Tchad qui peut renouveler le parc, qui peut véritablement entretenir son parc avec ce qui est payé aujourd'hui. Une série de discussions entre les syndicats de transporteurs du Tchad, RCA et Cameroun ainsi que les concessionnaires et transitaires a débouché sur la nécessité de respecter les prix planchers. L'enjeu, c'est garantir la qualité du service. Nous avons demandé l'appui de l'État et nous ne cesserons de demander cet appui au niveau de nos gouvernants pour qu'ils puissent nous accompagner afin que, effectivement, le pays, notre pays, notamment le Cameroun et les autres pays de la sous-région, puissent comprendre effectivement que le transport est un pilier de l'économie. Comme on le dit très souvent en marketing, vous ne pouvez pas, à 3 niveaux de qualité, vous ne pouvez pas avoir le même service. Donc, quand vous payez à un meilleur prix, vous avez un service haut de gamme. Les prix planchers arrêtés au terme de diverses concertations entre syndicats, ce sont 3 350 000 francs CFA pour Bangui et 3 300 000 pour N'Djamena. De ce retour à l'auteur d'Orsi dépendra la suivi du transport sur les corridors, concluent les syndicats qui projettent une grève pour le 1er janvier 2020 si leur voix n'est pas entendue. Des produits phytosanitaires inscrits sur une liste noire du gouvernement, ils sont désormais interdits d'utilisation dans le cadre des activités agropastorales. Cependant, comment les producteurs agricoles seront informés et sensibilisés sur la nécessité de ne plus utiliser ces produits phytosanitaires, dangereux à la fois pour la santé de l'homme et pour les différentes productions agricoles dans le monde rural? Explication avec nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au centre des activités agricoles au Cameroun, le Conseil national phytosanitaire, qui a la charge d'autoriser les produits phytosanitaires à utiliser, vient de se tenir à Yaoundé. Ce conseil donne son avis sur les textes organiques, non seulement de ce conseil même, de la loi phytosanitaire, mais aussi sur la gestion de la fonction de protection phytosanitaire. Et ce conseil est un conseil pluridisciplinaire qui intègre beaucoup de ministères qui sont en relation avec la protection phytosanitaire. En sus, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rappelle combien cette instance est essentielle, non seulement à l'agriculture, mais aussi à la santé des Camerounais. C'est un conseil phytosanitaire qui est très important et sur lequel le gouvernement repose beaucoup d'espoir pour pouvoir non seulement protéger l'origine Cameroun, mais aussi protéger la santé des populations et des plantes. Pourtant, il ne suffit plus de se limiter aux bonnes intentions. Il y a dans ce domaine la question des produits phytosanitaires reconnus dangereux, mais qui ont encore pignon sur rue au Cameroun.
Entre autres, il s'agit du méthallaxyl, du glyphosate ou encore du cyperméthrine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural signale des restrictions dans leur utilisation dans le cadre de la protection de certaines cultures. Il restera que ces produits disparaissent effectivement des rayons des produits phytosanitaires au Cameroun. Quelle est la place réservée aux chercheurs camerounais? La question sera au centre d'une foire internationale pour les jeunes chercheurs, placée sous le parrainage d'Arthur Zan, inventeur du cardiopad. L'objectif est de mettre en lumière les découvertes et difficultés auxquelles font face les jeunes chercheurs et inventeurs camerounais. Cette foire place surtout la recherche scientifique au cœur du développement durable. À présent, je vous invite à suivre le professeur Judith Torimino, présidente du comité scientifique, et Arthur Zan, ambassadeur de la foire du jeune chercheur et inventeur du cardiopad. Qui se crée pour ces jeunes chercheurs-là qui veulent vouloir émerger dans ce qu'ils sont en train de faire en termes de science, en termes de recherche. Cette agglomération des axes, c'est pour montrer que justement, il faut pouvoir partager entre nous pour que justement la science avance, que ce n'est pas justement les sciences de la santé, c'est-à-dire les sciences basiques, biochimie, parasitologie, comme on le fait en laboratoire, mais également les autres sciences. Sciences sociales, sciences agroalimentaires, sciences des matériaux et TIC, le droit à la santé, qui vont agir ensemble justement pour que ce Cameroun émerge. En tant qu'ambassadeur, mon rôle est de promouvoir l'événement, c'est-à-dire encourager les jeunes à participer massivement à cet événement, à s'intéresser aux différentes sessions, à venir très nombreux pour se former. Pendant l'événement, il y aura plusieurs sessions. Mon rôle sera surtout de partager mon expérience de chercheur, d'ingénieur, de chef d'entreprise avec tous les jeunes qui seront présents pendant ces sessions. Donc l'objectif sera, n'est-ce pas, de leur montrer comment est-ce qu'on peut partir d'un programme de recherche, d'un travail de recherche pour pouvoir développer quelque chose qui peut aider à résoudre des problèmes, qui peut aider au développement et à la création d'emplois. C'est une légende du football mondial qui s'est éteinte à l'âge de 60 ans. Diego Maradona, décédé de suite d'un arrêt cardiaque. Le décès de cette icône mondiale a suscité une vague de réactions au Cameroun. Vous le voyez en image, cette fameuse rencontre entre les Lions indomptables et l'Argentine, avec l'image des deux capitaines, à la fois de l'équipe nationale du Cameroun et également de l'équipe nationale de l'Argentine, tous les deux décédés aujourd'hui. D'autres images de cette légende du football mondial, Diego Maradona et Samuel Eto'o-Fils, lui qui ne manquait pas de manifester sa sympathie pour une autre légende camerounaise, Samuel Eto'o-Fils. 3 jours de deuil national décrété en Argentine après le décès de Diego Maradona. Retour sur les performances de cette légende du football mondial. La main de Dieu avec ce but à polémique lors d'une rencontre historique racontée par notre reporter Jean-Paul Chouniat. Diego Armando Maradona is Argentina's most celebrated footballer. En cette 13e Coupe du Monde, l'Argentine de Diego Maradona construit sa gloire au fil des matchs, filant droit sur les traces de la bande à Super Mario Kempes de 1978. El Pibe de Oro, le gamin en or, se révèle le numéro 1 au Mexique. Lui tout seul fait basculer le match en faveur de son équipe. Action d'éclat, exploit et même rouerie, Maradona en fait voir de toutes les couleurs ce 22 juin à Mexico. Quart de finale Argentine-Angleterre. Fébrilité, angoisse, gagne toute l'arrière-garde anglaise chaque fois que Maradona s'empare du ballon. C'est le plus imprévisible de tous les Argentins. 51e minute au 18 mètres anglais. Maradona a-t-il marqué de la tête ou de la main? Pour l'arbitre tunisien Ben Aïcher, c'est bien de la tête. En dépit des protestations des Anglais, il valide le but. Difficile d'en douter, surtout que la manœuvre a été bien huilée pour le faire croire. Après visionnage précis, Maradona a boxé le Yo, con 1,67 que tengo, no le podía ganar a Chile. Entonces, le metí el puño y le metí la cabeza atrás. Y Shilton salió con las 2 manos.
empieza mano. Pero cuando yo veo que en línea corre para el medio, dije, abracen que es gol. Bueno, yo no viene a decir, muchacho, perdónenme, lo hice con la mano. Nah, ¿qué lo voy a decir? Une faute de main ou comme dit Maradona, la main de Dieu. De démon, Diego Maradona se transforme bientôt en ange exterminateur, dans un numéro dont lui seul a le secret. 3 minutes après avoir ouvert le score, il pousse le ballon dans les buts. Le gardien anglais tombe à la renverse. 2-0. Les 115 000 spectateurs du Stade de Mexico et les téléspectateurs du monde entier viennent d'assister à un moment magique. L'Angleterre réduit le score à la 88e minute. Trop tard, l'Argentine et son feu follet sont en demi-finale. Par ses tours de prestidigitation, Maradona entre dans la légende. Dès son entrée en piste dans ce mondial, il s'était déjà illustré face à la Corée du Sud, en mystifiant ses adversaires à chaque touche de balle. Statistiques personnelles, 3 passes décisives, Valdano 6e et 46e minute, Ruggeri 18e minute. 73 actions, 218 fois en possession du ballon, avec 11 agressions contre sa personne dans ce match. Maradona n'a pas fini d'éblouir et d'enchanter. La Belgique en fait les frais en demi-finale. 2 numéros de funambule. Les Belges sont assommés. Ce n'est plus un joueur, c'est un extraterrestre. S'extasie Jean-Marie Paf, le gardien belge. Gently flicking the ball over Jean-Marie Paf. Et cette légende du football mondial s'en est allée, c'est une pluie d'hommages qui est observée à travers le monde pour saluer la mémoire de Diego Maradona. Un public reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun s'est mobilisée auprès des services hospitaliers dans le département du Honkam. Du matériel médical, équipements et autres consommables ont été remis dans certains hôpitaux afin d'améliorer le plateau technique et de leur permettre à ces différents personnels médico-sanitaires d'améliorer également la prise en charge médicale des Camerounais dans cette partie du pays. Reportage. Le groupe SABC, c'est bon. Le groupe SABC, c'est bon. Les lionnes et les lions du groupe SABC à l'hôpital de district de Bafang, dans le département du Honkam. C'était le 20 novembre 2020, à l'occasion des journées citoyennes du groupe SABC. Pour cette étape de Bafang, les lions et les lions du groupe en ont profité pour faire des dons à l'hôpital de district. Dans leurs valises, une pléthore de présents, parmi lesquels des boîtes d'accouchement, de fétal Doppler, de microscopes, des boîtes de respiration, des tensiomètres, des bidons et diffuseurs de gel hydroalcoolique, des blouses de médecins, des berceaux, des lits d'hospitalisation et des lits d'accouchement. Toute chose qui profitera désormais aux habitants des villages de Basseux, de Badoné, de Domga et de Bafang. Ndokovi, one of the health centers in the Honkam, was very suffering with so many difficulties, but with the delivering birds and the hospital bed and the Doppler, that's one of the important elements in maternity. It will help us to reduce fetal death. Nous ne pouvons que dire notre satisfaction et nos remerciements à l'adresse du groupe SABC par rapport à cet important don de matériel, cet important don d'équipements et de consommables médicaux. Au travers de moi, c'est tout le personnel de l'hôpital de district de Bafang et même toutes les formations sanitaires concernées qui sont satisfaites et qui veulent dire leur gratitude à l'adresse, n'est-ce pas, du groupe. Je voudrais simplement remercier les brasseries du Cameroun et m'adresser à la population en leur disant de bien sûr consommer les brasseries du Cameroun, mais le faire avec modération. Donc nous sommes très contents de cette société citoyenne des brasseries du Cameroun, surtout de son action sociale, car elle se veut leader dans les actions sociales à travers notre pays. Donc nous sommes très contents d'accueillir cet important don. Une reconnaissance qui suscite la joie du groupe SABC de pouvoir une fois de plus contribuer à l'amélioration du bien-être des couches les moins privilégiées. Le groupe SABC, dans son projet d'entreprise, tient à affirmer son leadership, notamment à travers la plateforme des journées citoyennes, vis-à-vis des populations qui sont en réalité le maillon essentiel de notre programme de développement de la culture sociale dans notre pays. D'où notre slogan qui est très fédérateur et qui dit qu'en fin de compte, le groupe SABC, c'est vous. Les journées citoyennes du groupe SABC
sont une initiative qui permet aux Lions et aux Lions du groupe de communier avec leurs consommateurs, mais surtout de s'engager socialement auprès des plus vulnérables et de leur rappeler que le groupe SABC, c'est vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. C'est-à-dire que nous faisons la planète entière, la planète du football bien sûr, pleure Pibe del Oro, Diego Armando Maradona s'en est allé ce jour. Et des Camerounais ont publié les souvenirs, notamment ceux qui avaient pu vivre cette rencontre entre le Cameroun et l'Argentine, avec l'image de l'ancien capitaine des Lions indomptables, lui aussi décédé, et cette main qui a permis à ces deux capitaines, à la fois des Lions indomptables et de l'équipe de l'Argentine, de se saluer avant cette fameuse rencontre. Il y a eu aussi d'autres images qui ont été mises au devant de la scène, celle de la rencontre entre Samuel Eto'o-Fils et également Diego Maradona, qui était lui aussi coéquipier de l'ancien team manager des Lions indomptables, Alphonse Camille, qui a lui aussi sur son compte Instagram publié ces images, qui étaient coéquipier dans un club de football en Argentine avec Diego Maradona, qui a été aussi plébiscité comme la main de Dieu avec ce reportage que nous avons présenté pour parler du phénomène Diego Maradona. Toute la planète entière, planète du football, est en deuil. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Alain. Rendez-vous demain. 20h. Voilà, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau, deuxième partie Equinox Soir, le débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Désiré Sikati, Prince Duel Mukage, Didier Yemkwa et Joseph Espoir Billon, Diego Armando Maradona, pour vous. Quel souvenir? Une légende, je ne vais pas parler de souvenirs, je ne pense pas vraiment l'avoir suffisamment connu, mais je crois, de mémoire d'enfant, ce qui se dit de Diego Armando Maradona, c'est une légende incontestée. Franchement, il y a des gens qui trouveront toujours à dire sur ce type d'étoile, parce que pour moi, Diego Armando Maradona, au niveau de Cameroun, à l'échelle africaine, c'est un Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui, le moment venu, quand il ne sera pas là, je pense que 3 jours de deuil au Cameroun, ça sera insuffisant. Pour Samuel Eto'o? Oui, je pense que pour Samuel Eto'o, 3 jours de deuil national, ça sera insuffisant. Non, on n'en est pas encore là. Toutefois, je voudrais reconnaître ici et même m'incliner devant la légende qu'est Diego Armando Maradona sur le plan footballistique mondial. Diego Armando Maradona n'appartient pas seulement à l'Argentine. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est la seule raison pour laquelle ici, sur ce plateau, nous pouvons parler de lui comme si c'était un Camerounais qui s'en est allé. Et je suis certain d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais en larmes aujourd'hui dans notre pays, du plus petit au sommet de la nation. Voilà, Didier Imkwa, pour vous, Diego Maradona, oui. Vous l'avez vu jouer quand même. Oui, hein, oui, ouais. moi je l'ai vu jouer, évidemment, à la télé. Ouais. J'ai quand même 3 choses, ou 3 dates. D'abord en 1986, j'avais regardé ce match en quart de finale contre l'Angleterre, avec sa main. Bien longtemps après, il avait dit parce qu'il ne vit plus, que c'était une main de Dieu qu'il avait créée. Donc c'est une expression qui est toujours restée un mystère. Et puis le côté mystère fait aussi, c'est aussi l'identité des stars. Bon, il y a aussi le match d'ouverture en 90, quand moi, Argentine, j'ai eu la chance, dans le cadre du CHAN, parce que je fais partie du secrétariat technique qui prépare le CHAN Cannes 2021. J'ai eu la chance de rencontrer des joueurs qui ont joué contre Maradona et anciens
coéquipiers des Lions Indomptables de cette épopée-là. Il y a un qui m'a dit que, tiens, lorsqu'ils étaient dans les vestiaires avant le match, c'est vrai que l'interview de Joseph-Antoine Bell avait un peu douché l'enthousiasme de certains de leurs coéquipiers. Celui-là, je ne vais pas citer le nom. Maradona a pris le ballon, il jonglait le ballon. C'était peut-être pour intimider les joueurs camerounais. Malheureusement, sur le stade, mal lui en a pris, parce que nous avons gagné ce match qui est devenu un match presque anthologique avec le coup de tête d'Oman Biik. Le troisième point que je garde un peu, c'est un peu mélancolique, c'est ces frasques. Après sa sortie, moi je pense que sa sortie n'a pas été bonne, si vous me permettez le terme. Les frasques, la consommation de drogue, alors que un joueur comme celui-là devait être un exemple de valeur, ceci ça que porte le football. Malheureusement, il a animé les chroniques des pages sportives par des phrases consommation de drogue, les femmes par-ci par-là, l'alcool. Bref, cela peut-être pose un problème de gestion post-carrière. On regarde beaucoup de sportifs comme ça. Je parlais comme ça de Mike Tyson, qui gèrent très très mal leur carrière. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Bref, si je me limite là, ça n'empêche à rien le talent planétaire de ce grand monsieur de football que nous pleurons aujourd'hui, que son âme repose en paix. Voilà. Dites-moi, Maître Sikati, vous qui connaissez bien, très bien même le milieu du foot, Diego Maradona, ses deux visages, l'excellent footballeur et l'après-football, l'après-carrière qui n'a pas toujours été enviable. Je ne pense même pas que ce soit dans l'après-carrière que Maradona a connu des difficultés. Oui. À l'époque, après la Coupe du Monde 1990, c'est l'Argentine qui avait éliminé l'Italie. Là où les problèmes ont commencé. Les problèmes de Maradona ont commencé à ce moment-là parce que quelque temps après, il avait été arrêté par la police italienne pour un problème de drogue. Et depuis lors, je pense que Maradona n'a plus jamais atteint le niveau qu'il avait avant. Bon, néanmoins, ces problèmes-là qui sont un peu une tache d'huile sur sa vie privée, pour moi, je considère que Maradona, d'ailleurs, le monde du football considère que Maradona est à côté de Pelé. Ce sont les deux grands joueurs de football de tous les temps, Maradona et Pelé. Donc, il y a même certains analystes de football qui se posent la question de savoir qui des deux est le meilleur. Mais aujourd'hui, même si vous rentrez dans les arcanes de la FIFA, vous allez voir que les joueurs qui, sur le plan de l'histoire, font plus référence au niveau de la FIFA, c'est Pelé et Maradona. À côté de lui, bien sûr, vous avez d'autres pépites qui sont arrivées longtemps après. Mais d'ailleurs, les Argentins appelaient Maradona El Pipe de Oro, ça veut dire le gamin en or. Oui. Donc, et puis, il a donné quand même beaucoup de... C'est lui qui a permis à l'Argentine d'avoir la réputation internationale, l'équipe de football d'Argentine, d'avoir la réputation internationale qu'elle a aujourd'hui. D'abord parce que tout le monde, tous ceux qui ont eu... C'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même un petit gamin, mais on avait quand même l'avantage d'être entouré par des gens qui aimaient le foot. Ce qui fait que, bon, forcément, on avait aussi tendance à regarder ce qui intéressait tout le monde. Et je me souviens que Maradona, pendant la Coupe du Monde 1986, c'était au Mexique. Au Mexique, oui. Il avait véritablement été phénoménal, vraiment phénoménal. Et lorsque Didier Imkwa parlait tout à l'heure de ses jonglages lors du match d'ouverture Cameroun-Argentine en 1990, en fait, si Maradona avait été un joueur quelconque, ce jonglage de ballon n'aurait pas impressionné les Camerounais. Mais il l'avait fait justement parce qu'il savait qu'il avait un passé de footballeur vraiment qui était garant. Oui. Et franchement, ce jonglage-là a amené beaucoup de Camerounais à se demander s'ils allaient tenir le match 10 minutes. Voilà, donc je pense que malheureusement c'est aussi le processus naturel pour tout être humain. C'est un joueur qui va rester dans les annales du football, tout comme d'autres grands joueurs comme lui qui sont passés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le football tel qu'il se joue, le style Maradona a tendance à reculer parce qu'on joue beaucoup plus collectif. Maradona avait un style de joueur qui était capable de porter l'équipe sur lui.
ballon au pied. D'ailleurs, quand vous voyez tous les buts que l'Argentine marque en 1986, tous les ballons sont portés d'abord par Maradona. Mais aujourd'hui, malheureusement, le football a changé. Cette originalité qui permet aux grands joueurs de toujours émerger là, cette originalité n'existe plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus collectif. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de joueurs qui sont capables de garder les ballons dans les pieds, c'est pas ce genre de joueurs que les clubs cherchent. On cherche les joueurs qui sont capables de faire en sorte que, en fait, qui ont la culture de la solidarité dans le jeu. Ok. Voilà, Prince Joel Mukage. Maradona has gone. Sure, it's regrettable that Africa has lost an icon today. Individually, I did not actually know him that much, but when I learned the world, not Africa. I mean the world. Thank you, the world, and Africa in particular. You know, you must look from where you come from. Nobody points the house with the left hand. You always point your house with the right hand. I think that when I learned of his demise today, I did a small finding, and I discovered that in all aspects of football, all trophies, Maradona has taken nearly all. It means that he's an individual who has done something great. And when I also asked, I discovered that one thing that made Maradona very special is the match that Cameroon played with Argentina in the 1990s, where he showed that he was not any kind of player. And so one thing that has caught my attention against Maradona this evening is the fact that Argentina has declared 3 days of national mourning. And I think that I wrote somewhere, and I was saying that it is high time that we borrowed and copied good examples. I think that in Cameroon, we are thinking that should a legend, we are not praying for people to die, but we are praying that should Cameroon, like the Lord may say, that if it is Eto'o, we are not praying for him, that will give more days. But when I looked at 3 days that have been given to an individual, then my mind fell back to something. My mind fell to the 7 children who were killed in Kumba. It was just a day that was given, and that day was a public holiday, which was a Saturday. It goes to tell you that there are so many things that we still take for granted in Cameroon. It's never too late to learn. We should keep learning. It is just an individual. You remember that one time on this platform we had to talk about Fouemark Vivian, who is another icon. The memories of Fouemark, what has become of him today, doesn't speak well, doesn't sell the image of Cameroon very well. But we keep saying that it's never too late to learn. Maradona has gone, Argentina has started already. Just today that he died, 3 days of national mourning has already been declared. Maybe in the days ahead, more development will come for him. But I think Cameroon, that we are, let us always struggle to learn. It's never too late to learn. Maradona has gone, may his soul rest in peace. Voilà. On va donc continuer avec vous, Maître Sikati. On s'est arrêté à la première partie. Les chefs sont assez clairs pour décrisper le climat sociopolitique. Ils suggèrent la reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition dite radicale. Ils demandent aussi la mise en place urgente d'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques. Bon, déjà, j'ai dit en termes de mon propos, quand je prenais la parole pour la première fois, que je suis d'accord avec le Conseil des chefs traditionnels qui a publié cette déclaration-là. Maintenant, j'estime que la responsabilité d'implémenter ça revient, voilà, d'abord aux autorités qui sont en charge de gérer ce pays à Yaoundé. C'est à eux que ces chefs sont en train de parler parce que même si ils parlent de l'opposition radicale, en fait, je comprends ça sur un angle différent. Ça veut dire l'opposition qui demande, à travers des manifestations légitimes, un consensus sur la façon dont la politique peut être administrée au Cameroun. Parce que je n'ai pas l'impression que ce que le MRC notamment fait en termes de revendications politiques est différent de ce qui se passe ailleurs. Si vous regardez l'histoire de l'avènement de la démocratie dans la quasi-totalité des pays africains, notamment des pays de l'Afrique noire francophone, vous allez voir qu'on est passé pratiquement par le même processus que celui que le MRC est en train de demander au régime. C'est-à-dire que les acteurs politiques s'asseyent autour d'une table et mettent sur pied un système politique qui est consensuel. Je parle d'un système politique consensuel parce que, en réalité, on ne doit pas parler de politique lorsqu'il s'agit seulement de questions électorales. Le Cameroun est l'un des rares pays où le système électoral
est déterminée de façon subjective et unilatérale par le régime au pouvoir. Moi, je ne veux pas prendre l'exemple des pays occidentaux parce qu'on me dirait que bon, c'est des pays qui sont à des années-lumière de nous parce qu'un pays comme la France a acquis ses premières prémices de la démocratie dans les années 1789 avec la Révolution française et que le Cameroun a besoin de beaucoup de temps parce que bon, certains disent que Paris n'a pas été construit un jour. Mais je pense quand même que lorsqu'on regarde à côté de nous, des pays tels que le Bénin, le Sénégal, le Niger, qui, sur le plan sociopolitique, quand vous regardez l'environnement sociopolitique et même le contexte temporel d'avènement de la démocratie, vous vous rendez compte qu'ils ont acquis la démocratie dans les années 90 comme le Cameroun. Mais entre 90 et 2020, quand même 30 années se sont écoulées. Mais si vous faites le bilan de l'essor de la démocratie au Cameroun, vous verrez qu'on est nettement en arrière par rapport à ces pays-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous soyons en arrière? C'est tout simplement qu'il y a cette volonté manifeste de confiscation de pouvoir, de constituer des obstacles à l'alternance dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que la déclaration du collectif des chefs traditionnels, cette déclaration-là doit être comme une sorte de bréviaire pour le régime. Parce que c'est pourquoi je disais qu'à certains moments, il est bon pour ceux qui observent, qui ne sont pas les acteurs directs. Parce que les acteurs directs sont ceux qui postulent à l'élection, parce qu'ils veulent des mandats électifs. Par contre, vous avez des acteurs indirects qui sont en réalité ceux qui peuvent proposer des solutions. Ces chefs traditionnels font partie aussi des acteurs indirects parce qu'ils ont derrière. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il est question de prendre en considération ces suggestions-là, parce qu'il faut être honnête de reconnaître que rien de ce qu'ils disent n'est sorcier. C'est comme ça que ça s'est passé partout. Et moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un pays peut être perpétuellement dans une situation de crise sociopolitique. Vous voyez, dans une situation, je pense que le Cameroun a d'autres chevaux de bataille sur lesquels il va falloir s'agripper pour avancer. C'est pas normal que, par exemple, vous voyez la crise anglophone, on a commencé en 2016. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en train de rentrer dans la 4e année, mais il n'y a pas eu d'avancée. C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons encore, que le régime soit encore en train de discuter des modalités du règlement de la crise anglophone, c'est-à-dire de donner la priorité à l'option militaire, alors que ce soit les organisations de la société civile, les organisations religieuses, les partis politiques, la communauté internationale, tout le monde s'accorde à dire, sauf le régime de Yaoundé, qu'aujourd'hui, il faut donner la chance à un nouveau mode de règlement de la crise anglophone. Aujourd'hui, nous avons aussi la chance qu'on a un conseil de chefs traditionnels qui vient dire la même chose. Tout à l'heure, j'ai entendu monsieur le maire dire qu'ils sont en train de dire ce qui a été dit. C'est bien de dire ça, mais seulement il faudrait ajouter qu'ils disent ce qui a été dit et qui n'a jamais été compris par le régime de Yaoundé. Voilà, c'est ça la précision qu'il faut faire. Et je dis, pour terminer, que moi, je n'aime pas que les problèmes soient banalisés. Parce que vous savez, quand une idée est développée, il y a deux façons de tuer l'idée. Vous pouvez décider de ne pas parler de cette idée-là, tout comme vous pouvez prendre cette idée et l'orienter vers des faux problèmes. C'est-à-dire, par exemple, pendant que les gens sont en train de revendiquer l'amélioration de leur cadre de vie, vous voyez, que le problème, par exemple, soit posé en termes de patriotisme. Pour moi, c'est du déviationnisme. C'est une sorte de désorientation populaire, à la limite volontaire. Et ce n'est pas bon. Parce que si nous sommes vraiment épris de patriotisme, nous devons être capables de regarder nos problèmes avec franchise, de dire entre nous, Camerounais. Parce que je dis et je répète, même si vous voyez un Camerounais qui prend sur lui de brûler le drapeau camerounais, je ne pense pas qu'il brûle le drapeau parce qu'il déteste le Cameroun. Vous comprenez? Il le fait peut-être parce qu'il se retrouve dans une situation d'excès de colère qui l'amène à ne pas être capable de maîtriser ses pulsions. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure à monsieur le maire, pendant l'intermède de l'émission, que même quand j'ai souvent vu des gens battre brutalement leurs enfants à la maison, ça ne veut pas dire qu'ils détestent ces enfants-là. Donc ne prenons pas les épiphénomènes des gens qui se sont souvent attaqués à des armoiries de la République pour dire non, c'est ça qui doit être le combat fondamental. Ok. Le maire Billon, sur cette perception de la décrispation du climat sociopolitique. Je vais choisir de faire fi de tout ce que Maître a dit, parce que je suppose qu'on n'a pas suffisamment de temps ici. Oui. Et allons à l'essentiel. Je ne le dirai jamais assez.
Le combat du Cameroun, c'est au niveau de l'éducation civique et morale. Il faut que les Camerounais apprennent à redevenir patriotiques. Il faut que les Camerounais commencent à avoir le sentiment de James Afana, le sentiment de Ruben Oumiobe, de Osende Afana, de Moumié Félix, le sentiment de tous ces grands nationalistes qui étaient prêts à donner tout, mais alors tout, sans exception pour le Cameroun. Lorsqu'on arrivera là et qu'on ne considérera pas que c'est une distraction, parce qu'on rappelle chaque fois aux Camerounais que le Cameroun est plus important que leur propre vie, alors là, on n'aura plus de problème de démocratie, d'équilibre. Parce que je vais vous dire un truc, le problème du Cameroun, ce n'est pas les hommes. Parce que changez les hommes qui sont là. Mettez vos amis, puisque c'est ça. En fait, la politique du Cameroun se résume au fait où ceux qui sont là, on y a trop duré, il faut que nos amis aussi montent pour qu'on ait aussi une place au soleil. Mais tant que la politique va se résoudre à cela, où il faudra absolument que c'est mon ami qui soit là, alors je vais vous dire un truc, qu'on n'avancera jamais. Moi, je pense qu'il faut déplacer le débat. Plutôt que de travailler dans le sens d'arranger quelques groupements d'amis qui se retrouvent dans des organisations appelées partis politiques, il faut travailler pour l'intérêt général. Il faut travailler pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais n'adhèrent pas dans les partis politiques. Et ceux qui ne sont dans aucun parti politique, qui ne se retrouvent ni au MRC, ni au RDPC, ni au PCRN, qui va porter leur idéologie, qui va défendre leurs intérêts, mais qui alors leur représente? Il faut que le Cameroun aille au-delà des partis politiques. Parce que je dis un truc, on nous a engouffrés dans une sorte de prison qui veut que nos idées soient orientées, encadrées et dirigées par un certain leader, un gourou, comme dans une secte, qui nous dit et qui nous donne la conduite à tenir. Ce n'est que par lui que la vérité vient. À partir de ce moment où les gens pensent qu'il est indispensable de toujours tout ramener à la politique, c'est pour ça que le Cameroun passe le temps à marquer le pas sur place. Moi, par exemple, encore que ma voix ne compte pas, elle n'est pas trop utile pour mon pays. Moi, par exemple, si j'étais l'un des décideurs du Cameroun, j'amènerais les Camerounais à un référendum pour qu'on annule l'élection présidentielle qui nous prend énormément d'argent. Chaque élection présidentielle peut vous donner une route quelque part. Ça ne nous sert à rien. Depuis combien de temps on a organisé les élections présidentielles que le président Paul Biya a toujours gagné? Mais c'est puisqu'on l'a constaté. Donc, pas d'élection présidentielle. Je pense que le Cameroun a des problèmes plus importants que l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de villages enclavés. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a même pas d'accessibilité. Dernièrement encore, dans l'arrondissement de Makak, des gens sont morts parce que le bac, on ne peut pas l'arranger. Mais imaginez la quantité de milliards qu'on met dans les élections présidentielles. Au Cameroun, qu'on le veuille ou non, il y a des élections qui se passent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins transparentes. Les élections locales, les élections municipales, les élections législatives, et pour bientôt, ce sera les élections régionales. Ces élections qui n'ont aucun intérêt pour ceux qui sont considérés comme étant la main la plus forte de la démocratie au Cameroun. Et donc, j'ai dit, l'intérêt du Cameroun au jour d'aujourd'hui, c'est de se rassurer qu'il est indispensable que chaque Camerounais soit à l'abri du strict besoin, du strict minimum. Au jour d'aujourd'hui, il y a les Camerounais qui peuvent faire 3 jours sans manger, sans rien mettre pour la dent. Ça existe, c'est pas un bluff. Faites le tour de Aqua à l'heure-ci et vous allez rencontrer des gens qui vont dormir en bordure de la route. Mais il y a aussi des Camerounais qui vont dans les hôtels, qui passent des commandes à hauteur de 100 000 francs, qui n'arrivent pas à manger pour 100 francs. Et le reste finit à la poubelle. C'est ça le paradoxe de la vie. C'est la vérité. Mais je vais dire un truc. Ce qui est indispensable pour nous, c'est que nous acceptons que nous sommes les enfants d'une même nation, que nous sommes les enfants d'une même mère, le Cameroun, et que sur la base de la terre, qu'on ne peut pas changer. Moi, je suis pour une seule chose, un parti politique pour lequel je ne quitterai jamais. Les limites du Cameroun ne devront jamais changer. Que ça plaise à un groupe X ou à un groupe Y. Ça, c'est ce que tous les pères fondateurs... André Marine Bida, Amadou Aïdjo, Paul Biya et même celui qui viendra après lui, personne ne pourra changer le Cameroun profond et mystique qui veut que le Cameroun reste avec 475 442 km². C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais enlever dans ma tête. Merci. Vous avez dit Cameroun profond et Cameroun mystique. Oui. Ok, merci. Didier Yimkwa, on sort de l'émission. Oui. Est-ce qu'on doit retenir de cette déclaration des chefs? D'abord, je dis qu'il faut prendre ça en compte. Parce que ces déclarations, on connaît nos destinataires. Les destinataires, évidemment, son Excellence, Monsieur le Président Biya. Je voulais dire ceci pour ceux qui ont lu Michel Crozier, L'acteur et le système. Il demande dans ce livre que, il n'a pas écrit seul, il demande dans ce livre que lorsqu'à un moment donné, les acteurs de différentes idéologies ne peuvent pas se lancer des passerelles, on va vers la rupture. Après la rupture, c'est la guerre. Nous sommes aujourd'hui au bord de la rupture.
Parce que les gens ne se parlent pas. Il y a un manichéisme paresseux. C'est-à-dire, j'emprunte ces mots-là à M. Charles Ndongo. Lorsque ça ne vient pas d'un camp, on ne l'accepte pas. Nous sommes dans un ensauvagement abyssal de notre espace politique. Tout simplement parce que deux partis ont cristallisé, ont pris en otage le débat politique. Il faut moins de condescendance, un peu d'humilité, accepter qu'on peut servir le pays sans être peut-être chef d'État, accepter qu'on peut servir le pays là où on est, sans être député, sans être maire. Tout le monde ne peut pas être Bion. Bion est venu nous trouver en politique, mais le voilà maire. C'est le destin. Il y a des phénomènes dont on ne peut pas expliquer. C'est le destin qui a fait de lui le maire. Je dis qu'il y a un destin. C'était l'élection. Non, moi je crois au destin. Même vous l'avez été conseiller municipal, maître Sikati. C'est vrai, vous n'étiez pas droit là. Vraiment, excusez-moi alors. Donc il y a des phénomènes comme ça. Et puis moi je suis naturaliste avant d'être militant écologique. Donc je crois à la nature. Donc si je crois à la nature, je crois au destin. C'est ma culture. Donc il faut qu'on sorte de cet ensauvagement-là. Qu'on puisse discuter. Que je puisse prendre une bière avec Maître Sikati et qu'on ne me taxe pas de traître que Maître Sikati m'a acheté. Que le président Kamto puisse discuter avec le président Biya. Qu'on ne taxe personne. Donc c'est qu'il demande depuis, il faut quand même ajouter ça que à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018, le professeur Kamto, au sortir de la prison, a dit qu'il fallait solder le passif de cette élection par un dialogue. C'est ce que nous avons appelé la politique de la main tendue. Oui, sauf qu'il a mis des conditions. Non, il n'y avait aucune condition. Vous savez bien, la conséquence est que non seulement le régime de Yaoundé, aussi arrogant qu'il est, n'a jamais saisi la main, mais a en plus imprimenté les forces de maintien de l'ordre pour l'envoyer en prison. Donc, vous savez que depuis 2 mois, il est dans un régime de séquestration. Et c'est ce que la majesté demande. Vous comprenez? Oui, mais il faut qu'on sorte de le régime qui, pour le moment... Oui, mais... Le chef demande que l'opposition radicale reconnaisse la légitimité du pouvoir en place et que le pouvoir en place libère un peu de là. Comme c'est plus facile, ils peuvent dire reconnaître la légitimité. Qu'on discute. Non, mais justement, tout ça, tout ce que vous êtes en train de dire, nous ne sommes pas opposés à ça. Mais je pense que ça peut faire l'objet des thématiques d'un dialogue entre Camerounais. Vous comprenez? Le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas toujours de revenir sur ce qui est passé avant. Tout à fait. Mais c'est de se projeter sur l'avenir. Je sors de ce studio étant fier de vous. Parce que vous avez dit... Non, mais nous avons toujours dit ça. Ah non, je dis qu'aujourd'hui, je n'ai jamais partagé un plateau, peut-être à l'époque. Non, je dis le MRC. Attends, maître, on a dit qu'aujourd'hui, on ne parle pas de parti. Quand vous dites, je suis d'accord avec ce document, moi, je suis content. Ça baisse la pression. Il faudrait que cette pression-là baisse. Document qu'on aille vers le dialogue. Non, ce document appelle au dialogue. Il n'y a pas de choses. Personne ne pose des conditions pour aller au dialogue. Il n'y a pas de souci. C'est ça le dialogue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pinduel Mukage. Sure. I think that when I also went through the document, I noticed that the traditional rulers are calling on the lawmakers. You know, everything begins and ends with those who make the laws, the National Assembly. You know that the Anglophone crisis from 2016 to where we are today has always been a taboo at the level of the National Assembly. I don't know why the people who represent Cameroonians at the National Assembly feel that they should spend time talking budget. At one time, an SDF parliamentarian called Wiba Joseph, that has left Cameroon, took his energy and told the Speaker of National Assembly, Kavayege Jibril, that no, we cannot come here every day and be talking money, interest, cars. Let us talk about the lives of Cameroonians. And I think that this decision is coinciding with the fact that we are talking at the moment where they are still at the glass house, where they are talking at the National Assembly. And I think that it is time for these lawmakers, because those that are at the National Assembly says were not, it is true they were politicians, but they were voted to represent a people. It means that in each subdivision, there is a parliamentarian. And this parliamentarian is supposed to defend the interests of his people. I do not understand what the parliamentarians, especially those of the Northwest and the Southwest, spend their time doing in the National Assembly, instead of pressing hard the subject. Because if they press hard the subject off, the crisis that is rocking Cameroon for 4 years now,
I believe that would have gone far from it. And there's also this aspect where the chiefs call on their counterparts. That's the other chiefs all over the country. I believe that if chiefs all over Cameroon, all over this nation, add their voices to those of the West region, it is going to go far to tell somebody somewhere. Because I listen to other panelists, there is one thing we must say here, that there is one target in their message. The target is the head of state. Because when you look at the way the organigram of Cameroon is set, there is no way the president of the country disappears in the organigram. Go into the legal department, he's there. Go into the judiciary, he's there. Go to the executive, the president is all over. So it means that... Et les chefs ont d'ailleurs parlé de séparation de pouvoir. Ils ont dit qu'ils vont appliquer la séparation So if you look at it, I just believe that their message should be heard. Remember that I said before now that what makes a difference in this is that it's coming from traditional rulers. But when you look at the entire 6-page note, there is nothing new in it. Everything they have said here, Cameroonians are saying it. Cameroonians have always been saying it. Let us state and let those who matter embrace it. Because if those who matter do not embrace it, we'll keep talking it every day, souls will be dying every day, and nothing is changing. Let the head of state, who is the number one, like somebody said here, who is the fun of funds, the commander-in-chief of the armed forces, the number one footballer, the chief is everything. When it all over, let me embrace it and ensure that the killings in the northwest and the southwest come to an end. And believe me, Serge, maybe we'll be talking something else. We'll no longer be talking about the crisis in Cameroon. We'll be talking another better subject. Voilà, merci Prince Joel Mukage d'être venu. It's always a privilege being on board, Serge. Special good evening to those who are watching us in Susa, my second home, and especially to the divisional officer Boka Malumomate and the commandant of brigade in Cameroon. Merci Maire Joseph Espoir Billon d'être venu. Merci Serge Alain. Permettez Serge Alain que je dise un bonsoir particulier à ma très chère épouse qui m'accompagne dans ce studio et à quelqu'un qui m'aime très bien, Mati, qui est quelque part ici à Douala. Et je voudrais dire merci aussi à tous les Camerounais qui aiment le Cameroun. Tous aiment le Cameroun. Voilà. Merci Maître Sikati d'être venu. Merci et bonsoir à tous ceux qui nous ont fait la gratitude de nous regarder. Voilà, merci. Didier Mkwa, bonsoir. Merci. Bonsoir à Serge Alain Retour. Je demande à tous ceux-là qui veulent sortir des joutes politico-politiciennes de nous trouver à la Chaumière. Ce n'est pas une publicité. Le 4 pour une table ronde sur l'impact des grandes surfaces sur les petits commerçants et détaillants. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour demain dès 19h. Bonsoir, Bazou.